Salut et bienvenue sur votre 31e épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour continuer les previews. Alors, on aura le droit à la Pac-12 North avec Stanford, Washington, Washington State, California, Oregon, bien entendu, et Oregon State. Déjà, pour commencer, on a pris un petit peu de temps entre la première preview et celle-ci parce que, voilà, en ce moment, avec le Covid, on ne sait pas trop si la saison va être repoussée. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui sortent. La Pac-12 et la Big Ten ces conférences ont décidé de ne jouer que des matchs intra-conférences, donc que des équipes de la même conférence entre elles, et d'éliminer les matchs d'équipes hors de ces conférences. Donc déjà, ça a été un gros bouleversement. Donc on s'est demandé dans le podcast si on allait continuer les previews. Puis finalement, on s'est mis d'accord. Mais c'est vrai qu'on a statué ça et que ça a pris un peu de temps. Voilà. Et le temps de tous se réunir pour redémarrer. Eh bien, nous voici. On va démarrer avec le Stanford d'Augustin. Stanford, une des écoles les plus réputées des États-Unis, voire du monde, qui est un bon programme de football habituellement. Augustin, comment peut aller Stanford pour 2020? Alors, Stanford, je pense que ça ne peut aller, pour répondre à ta question, que mieux. Alors, on va revenir un petit peu sur l'an passé. 4 victoires pour 8 défaites, dont 3 victoires en conf et 6 défaites. Avec un tel bilan, évidemment, tu n'es pas classé à la People et tu ne disputes pas de bowl. Donc voilà, c'était une triste saison pour les Cardinals. Bien loin sont maintenant les années où Stanford était sur le devant de la scène du college football. Et en fait, c'était il n'y a pas si longtemps finalement, puisqu'ils enchaînaient depuis 10 ans des bowls tous les ans, dont des gros bowls, dont des bowls majeurs comme le Rose Bowl par exemple. Donc l'année dernière, des défaites face à USC, UCF, Oregon, UCLA, Colorado, Washington State, California et Notre-Dame. Seule lumière au tableau pendant la saison, ce fut la victoire contre Washington. Mais bon, c'est une victoire anecdotique pour une saison qui était bien morose pour ce programme qui nous avait habitués à tellement mieux, quoi. Donc, comment expliquer en fait ces mauvais résultats sportifs? Donc, déjà, c'est les blessures qui ne sont pas du tout à négliger. KJ Costello n'a pas connu une saison facile, c'était le QB titulaire parce qu'il a eu des blessures qui sont réapparues au fil de la saison, tout comme le O-line star de l'équipe, Walker Little, qui s'est blessé dès le premier match de la saison. Donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, Stanford est en reconstruction et un programme digne de ce nom ne peut pas continuer avec les résultats qu'ils ont connus cette année. Donc à l'intersaison, une intersaison qui a été plutôt mouvementée du côté des Cardinals parce que leur quarterback KJ Costello a transféré du côté de Mississippi State. Il rejoint Mike Leach, l'ancien coach des Cougars de Washington State, dont on vous fera la preview après. Donc il va laisser sa place de titulaire à David Mills, qui était le first quarterback de la classe de 2017 et qui avait déjà beaucoup joué cette saison dans le sillage de KJ Costello blessé. Donc pour sa 10e saison à la tête des Cardinals, David Shaw, le head coach, il aura à disposition en attaque évidemment David Mills, qui sera la pièce centrale du puzzle. Il devra confirmer son statut de meilleur quarterback de la classe 2017. Bon, sur ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis. Il nous a montré qu'il pouvait gagner des matchs, dont des matchs importants comme celui face à Washington. Mais si Stanford veut briller en attaque, ils devront avoir un bon jeu à la course parce que Stanford, l'an dernier, a trop souffert. C'était une des pires équipes du pays en termes de yards parcourus à la course. Donc il va falloir qu'un bon running back se manifeste pour offrir de l'air à Mills. Donc moi je pense à Austin Jones, un jeune sophomore. Et comme il bénéficiera du retour de Walker Little et de Drew Dalman, je pense qu'il pourra devenir un facteur X et il offrira un meilleur avenir aux Cardinals. Du côté des receveurs, il faudra regarder attentivement, et ça je vous conseille de regarder. Il a des beaux highlights sur YouTube. C'est Semi Fehoko, qui sera le leader offensif et le receveur privilégié de Mills. Donc un peu dans la tradition de Stanford, c'est un receveur assez puissant, comme Stanford sait faire avec par exemple les Zach Ertz ou les Austin Hooper qui étaient tight end ou les Arcega Whiteside. Donc c'est un bon joueur sur qui David Mills pourra compter. Alors, le gros défaut de cette équipe, c'est la défense. La défense fait terriblement peur. L'an dernier, elle a beaucoup trop subi en encaissant en moyenne une trentaine de points par match. Et ça risque pas de s'améliorer malgré le retour sur le campus du cornerback Paulson Adebo, qui revient pour son année senior, qui est un des meilleurs du pays, qui était promis au premier tour de la draft l'année dernière.
Donc il y a une horde de joueurs qui quittent le programme, dont le meilleur plaqueur de l'équipe et 2 joueurs de ligne défensive qui étaient titulaires. Le seul motif d'espoir, on va dire, serait le backfield dans cette défense. Adebo, il sera accompagné de Kendall Williamson, un safety qui nous a fait beaucoup mal face à Notre-Dame l'an dernier. Et voilà, quoi, la défense va trop dépendre de l'intégration des freshmen et sophomores et des joueurs de transfert. C'est vraiment l'inconnu du côté de la défense. Et aussi, parlons des équipes spéciales. Tu as le kicker Jet Toner qui devrait revenir et c'est un des meilleurs du pays. Voilà. Donc, si je devais résumer sur les points faibles et les points forts de l'équipe de Stanford, c'est un jeu à la course qui n'existe pas encore et une ligne défensive inexpérimentée. C'est sur ces 2 aspects-là que Stanford pourra apercevoir un meilleur futur. Donc, niveau calendrier classique, beaucoup de matchs de Pac-12. En raison du Covid-19, les matchs face à Notre-Dame, Brigham Young et William & Mary sont annulés. Donc ils accueilleront USC, Washington State, Oregon State, Colorado. Et ils se déplaceront du côté d'Arizona, UCLA, Oregon, Washington et California. Donc ils seront des déplacements compliqués. Donc ça laisse entrevoir quand même pas une très bonne projection quant à USC. Je pense que ce serait une saison compliquée. Je les vois les vois pas en fait créer la surprise face à Secador parce qu'à chaque fois ce sera en déplacement et l'équipe me semble trop fébrile pour créer la surprise. J'estime que le match important il sera contre USC dès la 3e semaine chez eux. C'est ce match qui lancera véritablement la saison et qui permettra de savoir si les Cards ont évolué et s'ils peuvent prétendre à un bowl de fin d'année. Donc voilà, c'était ma preview pour les Cardinals de Stanford. Pardon. Eh bien, merci beaucoup, Augustin. Stanford qui ne peut qu'aller mieux, comme tu l'as dit. Donc, ça sera à voir la saison prochaine. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère du côté de la Californie. On va passer à Washington, qui représente l'État de Washington, ce qui est la plus grosse fac, la plus proche de Seattle. Et ça sera moi, Elio de Maryland, qui vais la présenter. Alors, Washington, l'année dernière, qui ont gagné 8 matchs pour 5 défaites. Sauf qu'en conférence, ils ont gagné que 4 matchs pour 5 défaites, notamment des victoires face à USC, Arizona, Washington State à l'Apple Cup, qui est la rivalité, avec l'autre grosse fac de l'État, Boise State au Las Vegas Bowl, et des défaites face à California 19-20, Stanford, Oregon 31-35, Utah 28-33 et Colorado 14-20. Donc vraiment de toutes petites défaites, ça se joue un touchdown ou un peu moins. Et donc, au niveau des bowls, ils ont été au Las Vegas Bowl tout de même. Ils n'étaient pas classés au A-People, mais ils ont été au Las Vegas Bowl et battu Boise State 38-7. Boise State de Hank Bachmeier. Les mouvements en intersaison. Eh bien, au départ, c'est le coach principal, Chris Petersen, qui a souhaité arrêter, qui jugeait qu'il y avait un peu trop de pression à son poste et donc qui a préféré se la jouer relax et partir. L'offensive coordinateur Busham, je suis un peu désolé, il faut tous les citer parce que c'était des joueurs très très importants dans l'effectif, mais Nick Harris, le center, 5e tour chez les Browns, Nick Harris qui avait devant toutes les caméras, on s'en rappelle, insinué qu'il avait besoin d'un plus gros sexe, c'est ce qu'il avait dit littéralement, donc voilà. Le QB Jacob Eason, bien sûr, la pièce maîtresse, 4e tour chez les Colts, Trey Adams chez les Bills, et d'ailleurs c'est Trey Adams qui avait dit ça, excusez-moi, j'ai confondu avec Nick Harris. Le tight end Hunter Bryant chez les Lions, Salvon Ahmed, 11 touchdowns la saison dernière chez les Niners, le running back, Aaron Fuller, le receveur chez les Seahawks, et le cornerback Miles Bryant chez les Patriots. Au niveau des arrivées, eh bien, il y a du beau monde. Savell Smalls, un 5 étoiles, le 3e meilleur edge du pays cette année, donc pour la classe 2020. Miles Murrow, 4 étoiles, 4e meilleur center du pays. Gary Natchet, 8e guard du pays. Et Mike Milan et Odunze, qui sont 2 receveurs 4 étoiles. Mais surtout, le commit quasiment le plus important, c'est Ethan Garbers, un quarterback 4 étoiles, le 4e pro style du pays, donc 4e meilleur quarterback type pro, un peu gros bras. Du pays qui a commit donc du côté de Washington. Le nouveau head coach, c'est Jimmy Lake, qui était l'ancien défensif coordinateur de l'équipe. John Donovan sera au poste d'offensive coordinateur, qui lui était pendant plusieurs saisons offensive assistant chez les Jaguars, notamment quand les Jaguars étaient allés presque au Super Bowl et qu'ils avaient perdu face aux Patriots, avec Blake Bortles en quarterback, donc il fallait le faire. Et l'arrivée aussi en tant que transfert de Kevin Thompson, le quarterback de Sacramento State, 27 touchdowns, 8 interceptions. Il faut les notifier, ce genre d'arrivée, parce que c'est des gens qui peuvent prendre une place de titulaire à voir. Les points forts de cette équipe, c'est une très grosse équipe sur le papier. Très très bon recrutement en 2019 notamment.
Une très bonne ligne défensive. Les Tuligas, c'est Noah, Tutele, Barnes, Smalls, là-dessus, c'est non, vous en entendrez forcément un ou deux. De très bons linebackers derrière à prévoir, Tryon, Emery, Calvert et aussi un des meilleurs défensifs backs du pays en la personne d'Elijah Molden que je présenterai juste après. Donc une énorme défense pour un coach à vocation défensive. Hein. Les points faibles, ce sont l'attaque. Beaucoup d'interrogations après de nombreux départs, des nouveaux receveurs qui doivent s'imposer assez rapidement et définir qui sera le nouveau quarterback, Simon ou Morris. On va voir ça juste après. En joueur à suivre en attaque, c'est Richard Newton, le nouveau running back titulaire, déjà auteur de 10 touchdowns la saison dernière. Donc ça peut être une belle attraction de l'attaque avec une bonne O-line qui a Washington. Washington qui est une des meilleures écoles pour former les O-line, donc c'est très bien. Le joueur à suivre en défense, c'est bien sûr Elijah Molden, 79 tacles, 4 interceptions, 3 forced fumbles. Point faible trop fort, c'était un des meilleurs cornerbacks de toute la NCAA et ça va l'être encore cette année. Son père d'ailleurs était déjà cornerback en NFL et venait d'Oregon et avait été drafté au premier tour chez les Saints. En attaque, il faut définir le QB titulaire entre le sophomore Dylan Morris, qui était un 4 étoiles, quatrième meilleur quarterback du pays en 2019, et l'autre sophomore, Jacob Simon, qui était le 6e meilleur quarterback du pays en 2018. Donc, il y a du travail à devoir se départager ces deux-là. Trouver un nouveau tight end très fiable après le départ d'Hunter Bryant, qui était le meilleur receveur et marqueur de l'équipe la saison dernière. Et développer les receveurs, Marquis Spiker, Terrell Bynum, Puka Nacua. Et une bonne O-line comme d'habitude. La défense, tous les postes sont très fournis. Une très bonne D-line à développer. Un bon corps de linebacker, de bons DBs emmenés par Molden, mais aussi Keith Taylor et Trent McDuffie. Vraiment, ça va être intéressant. Il y a peu d'équipes qui vont réussir à se défaire de cette grosse défense de Washington. Ça va faire mal dans le nord-ouest des États-Unis. Au niveau du calendrier, eh bien, il y a eu les 3 premiers matchs de la saison ont été retirés à cause du Covid. C'était face à Michigan, Sacramento State et Utah State. Donc la saison doit commencer vraiment tard. Hein. Ensuite, Washington affrontera Oregon à l'extérieur pour la grosse rivalité. Oregon State, Utah à l'extérieur de nouveau, Arizona à domicile, Californie à l'extérieur, Stanford à domicile, USC à l'extérieur, Colorado à domicile, puis la fameuse rivalité face à Washington State, Apple Cup. En match important, je dirais que c'est Oregon en week 4, en week 4 pour la rivalité que ça représente et parce que deux nouveaux QB des deux côtés s'affrontent en ayant eu le temps de jouer des matchs avant. Ça, c'était au tout début, parce que maintenant, ça sera leur premier match au nouveau QB qui s'affronteront. Donc, ça va être pas mal. Il y a Utah aussi, il faut voir le match face à Utah, car c'est des équipes qui se valent, mais qui aussi ont perdu de bons joueurs à la draft. Hein. Donc, on verra où Washington en est à ce moment-là dans sa saison face à Utah. Et puis après, il y a une très belle portion de matchs. Hein. Après Utah, tu as Arizona, California, Stanford, puis USC. C'est vraiment une super belle portion de matchs qui donnera une vraie idée de la saison des Huskies. Hein. De Washington. Les objectifs, je dirais, pour 2020, c'est confirmer d'être une des meilleures défenses du pays, trouver son quarterback indiscutable, prêt à relever l'offense après le départ de Jacob Eason, ce qui n'est pas facile, et retourner dans le top 25 AP Polls, parce que ça, c'était très bizarre de ne pas les y voir à la fin de saison l'année dernière. Moi, en termes de projection, eh bien, j'avais mis 9-3 au tout début, mais maintenant qu'il y a eu l'annonce des matchs en moins, je dirais 6-3, 6 victoires, 3 défaites. Des défaites surtout face à Oregon, Utah et USC, parce que je pense qu'après, offensivement, Washington ne sont pas encore au point. Ça sera le seul point négatif. Et puis voilà, donc pour la présentation des Huskies de Washington, qui promet encore et qui emmènera encore, comme chaque année, de nombreux joueurs à la draft. On va passer à Oregon, Oregon présenté par Robin, qui tient le compte Oregon France sur Twitter. Du coup, très heureux de faire cette preview d'Oregon. Donc, pour le récapitulatif un peu de la saison, on finit à 12 victoires, 2 défaites. On finit avec un bilan de conférence de 8 victoires, 1 défaite. Ça nous fait terminer à la 5e place des AP Polls, donc juste une place derrière le carré final pour participer au playoff pour le championnat national. Donc on perd les 2 matchs, un match en ouverture contre Auburn 27-21. C'est dommage parce qu'on perd après avoir mené tout le match. On fait une grosse rentrée contre Auburn qui a plutôt une bonne défense. On mène tout le match, mais c'est notre défense à nous qui va pêcher. Donc c'est très dommage. Et ensuite on perd contre Arizona State 31-28. Donc Arizona State avec leur QB freshman Jaden Daniels
qui nous a fait, je pense qu'il nous a fait très très mal, et c'est un peu le match qui lui a permis de se révéler sur la scène nationale, parce que avec un adversaire comme Oregon et la défense qu'on a eue, ça fait très mal de se prendre ça. Donc c'est ce qui a anéanti nos espoirs de playoff NCAA, puisque à cause de ça on avait 2 défaites, et on sait à quel point c'est dur de rentrer en playoff. Mais on a quand même 8 victoires en conférence. Donc on a battu nos rivaux Washington State, USC, Oregon State évidemment pour le Civil War, mais ça, on n'apprend rien à personne que ils sont nuls, on verra tout à l'heure. Non, c'était pour la petite pique. Donc on finit champion de la Pac-12, donc c'est très bien, on gagne 37-15 contre Utah, qui était à l'époque classé 5e du pays, donc c'était un gros match pour eux, parce que s'ils gagnaient, ils allaient potentiellement au championnat national. Donc très, très grosse victoire. Et on est qualifié pour le Rose Bowl en tant que champion de la Pac-12. Et on bat Wisconsin de la Big Ten, qui était classé 8e à l'époque. On le bat 28-27 avec 3 touchdowns à la course de Justin Herbert. Donc très très bonne saison. Ça aurait été une ça aurait été une très bonne réussite si on avait été en playoff. Mais je suis quand même satisfait de la victoire au Rose Bowl. Donc, sachant qu'on perd qu'un seul match en conférence, donc ça prévoit un bel avenir. En ce qui concerne les départs, du coup, c'est là où ça pêche un peu, parce que les départs, on a perdu beaucoup de joueurs. Donc pour les plus gros départs, on a forcément Justin Herbert qui finit 6e choix de draft. On a la moitié de la ligne offensive, même pas la moitié, les 3 quarts. On perd du coup notre centre, notre guard, notre tackle, et un deuxième guard. Du coup, on perd Shane Lemieux qui est parti à Dallas. On perd Jake Henson qui est parti aux Packers. On perd Calvin Throckmorton qui n'a pas été drafté mais qui est parti aux Saints. C'est ça, Lio, tu confirmes? Exact. Parfait, du coup. Et on perd aussi du coup Dallas Warmark. Et personnellement, j'étais très très surpris de voir Throckmorton pas drafté, et de voir qu'il arrive chez nous, chez les Saints, parce que vous savez, je suis fan des Saints. Très bonne surprise, vraiment très bonne surprise. C'est ça, avait pas été drafté à cause de son senior ball terrible, vraiment horrible, et de son combine plus que moyen. Mais du coup, on perd aussi Dallas Warmack et Brady Aiello qui étaient 2 grosses aides en rotation sur la ligne. Donc ça nous fait on garde que Penny Swell sur la ligne. Ensuite, on perd on perd notre leader en défense, leader en plaquage et leader vocal. C'était Troy Dye qui est parti chez les Minnesota Vikings. Donc ça fait mal. On perd aussi quelques joueurs sur la defensive line, mais on a des freshmen qui arrivent, et donc ça va combler. On perd Gus Cumberlander, il fallait le dire. Et au final, en attaque aussi, on perd Joanne Johnson, qui était un très bon receveur, un transfert de Penn State, qui a joué qu'une saison avec nous, mais il a fait des catchs cruciaux pour des matchs. Donc c'est une petite perte, mais on a des joueurs qui arrivent, et ça fait très plaisir à voir ces joueurs qui arrivent. On a Justin Flo, le 6e joueur national, premier inside linebacker du pays. Et ensuite, on a Noah Swell, du coup le frère de Penny Swell, le tackle, qui est aussi qui est inside linebacker et qui est 13e joueur national et 2e meilleur inside linebacker. Enfin, on a les top 2 linebackers de la classe 2020. Donc on a une très très belle classe 2020 avec 3 recrues 5 étoiles, donc Justin Flo et Noah Swell, les 2 linebackers, et Dante Manning, le cornerback, qui arrive aussi en étant 30e national. Donc ça nous fait la 12e classe en 2020 de recrutement. Premier en Pac-12, on est très bon au recrutement en Pac-12. On a aussi à noter Jay Butterfield, le quarterback 4 étoiles, Robbie Ashford, le quarterback 4 étoiles aussi, donc il y aura une petite bataille. Et ensuite, on a des receveurs, des guards, on a une très très bonne classe de recrutement. Surtout, ça va renforcer la défense qui va être l'une de nos forces. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va regarder un peu la preview pour la saison avec l'attaque. On a beaucoup de joueurs qui sont partis, on a un nouveau quarterback, on va avoir un nouveau quarterback, on va avoir 4 nouveaux joueurs sur la ligne
offensive, donc c'est très dur de combler ça, surtout que la ligne offensive et le quarterback, c'était nos deux postes par excellence l'année dernière en attaque, donc ça va être dur à remplacer. Au niveau de la ligne offensive, la formation est toujours très bonne, donc on aura quand même une qualité certaine sur la ligne. Et au niveau du poste de quarterback, ça va être la bataille entre certainement 4 joueurs. Donc Tyler Shaw, qui est le leader actuellement pour la bataille de quarterback, qui s'entraîne avec l'équipe numéro 1. Tyler Shaw, c'était le remplaçant de Justin Herbert. C'est même corps. Enfin, c'est vraiment Justin Herbert avec 2 ans de moins. C'est un redshirt sophomore. Donc pour moi, c'est lui qui va gagner le poste parce qu'il est bon, il connaît l'équipe, etc. Donc il a ses habitudes, il s'entraîne avec les 1. Ensuite, on aura du coup Jay Butterfield et Robbie Ashford, mais on a les 2 freshmen, mais on a aussi un transfert en provenance de Boston College, qui est Anthony Brown, qui était quarterback 4 ans, il me semble, titulaire 4 ans à Boston College, donc qui arrive à Oregon pour le poste de quarterback. Donc ça va être intéressant avec ce training camp réduit de voir la bataille entre pour le poste de QB. Donc, ce qui nous amène à la défense, du coup, la force de la défense. La force de l'équipe, ça sera la défense cette année. Donc, on a en 2019 le meilleur joueur du pays qui était Kevin Thibodeau en poste de edge rusher, donc qui est très 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 fort. Enfin, pour moi, c'est le meilleur, et pour d'ailleurs tout le podcast, c'est le meilleur joueur défensif du pays, alors qu'il est seulement sophomore. Ensuite, on a du coup notre duo d'inside linebacker qui va tout de suite jouer avec du coup Justin Flo et Noah Swell. Et on a aussi notre secondary, du coup notre DB qui sont. C'est un peu, pour moi, c'est le meilleur corps de DB du pays, avec Javon Holland qui est un safety qui sera drafté certainement au premier tour. On a Nick Pickett, on a Dante Manning qui arrive, le freshman avec 5 étoiles. On a Brady Breeze qui a beaucoup produit en fin de saison. Enfin, on a vraiment des excellents joueurs. En plus, on a aussi Williams qui arrive, le freshman de l'année dernière, qui a beaucoup produit. On a Michael Wright, pardon. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique pour la suite. Du coup, c'est notre défense qui va être énorme. Donc si je devais donner 2-3 joueurs à suivre, je dirais Kevin Thibodeau, Javon Holland et Justin Flo au niveau des joueurs. Donc, comme je l'ai dit, la force de l'équipe, ça sera sa défense. Et on sait qu'en Pac-12, quand on a une bonne défense, on gagne beaucoup de matchs quand même. Donc, du coup, pour la preview, donc, sachant qu'on ne joue pas les 3 premiers matchs, donc North Dakota State, Ohio State, Hawaii, la Pac-12, ça va être très ouvert. On va pouvoir remporter pas mal de matchs. Sachant qu'à la place d'Ohio State, on joue Utah le 12 septembre. Donc sur les 10 matchs, je nous vois perdre un seul match, donc soit contre Utah, soit contre USC ou Arizona State. Sachant que si on en perd un, on n'en perdra pas 2. Ou théoriquement, on peut faire du 10-0 ou du 9-1. Ce qui nous amènera au Pac-12 Championship Game, où on a de bonnes chances de remporter la Pac-12 encore, puisqu'on domine le recrutement, on domine le coaching. À noter aussi au niveau du coaching, on a notre Andy Avalos, notre coordinateur offensif de l'année dernière, qui est parti coacher à UNLV en tant que head coach. Donc notre système de jeu offensif va changer. C'est Joe Moorhead qui va remplacer du coup Joe Moorhead qui vient de Mississippi State. Ça va être intéressant à voir le système de jeu qu'on met en place. Est-ce que ça va marcher avec Tyler Shaw du coup, ça va être intéressant à voir. Et pour finir, on va quand même parler de nos 2 running backs, notre duo de running back CJ Verdell et Travis Dye, du coup, qui vont être encore une fois pour la 3e saison consécutive les deux leaders à la course, et très bonne saison en perspective de CJ Verdell. Donc bilan final d'Oregon, une défaite, du coup soit 9-1, soit 10-0. Merci beaucoup Robin pour avoir présenté ton équipe d'Oregon. On va tout de suite passer justement à vos voisins d'Oregon State qui vont être présentés par Guillaume de Florida.
Oui, donc pour Oregon State, donc c'est la troisième année sous le head coach Jonathan Smith. Pour les résultats de l'année dernière, donc ils ont fini en 5 victoires, 7 défaites, 4 victoires, 5 défaites au sein de la conférence. Donc une saison où il y avait vraiment du mieux à Oregon State après quelques années vraiment compliquées. Je pense, en tout cas pour moi, il commence à voir le bout du tunnel parce que cette fiche de 5-7 aurait très bien pu se terminer en 7-5, par exemple. Ça n'aurait pas été un scandale. Beaucoup de petites défaites, notamment par exemple contre Hawaï où ils perdent 31-28, contre Stanford où ils perdent 31-28 encore une fois, contre Washington où ils perdent 19-7 ou contre Washington State où ils perdent 54-53 dans un shootout assez représentatif parfois de la Pac-12. Donc voilà, donc une année avec du mieux. On ne sait pas encore ça, attention, hein, ça va pas jouer le top 25, bien évidemment, mais il y a vraiment du mieux et ça se voit à Oregon State. À mon avis, ça fait plaisir aux fans. Pour les départs principaux, on a donc le quarterback, Jack Lawton, qui est parti au 6e tour à Jacksonville. Blake Brandel, le tackle, qui est parti à Minnesota aussi au 6e tour. Et Isaiah Hodgins, qui est le receveur, qui est parti à Buffalo, toujours au 6e tour. Après, il y a eu trois undrafted, Gus Lavaka, le guard, Artavis Pierce, le running back, et Noah Togiai, pardon si j'écorche, le tight end. Donc pour les gros départs, ça se situe à ce niveau-là. Donc sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés sur le campus, donc ils n'ont pas été très efficaces sur le système classique des joueurs de high school, où le meilleur joueur est Isaiah Newell, qui a été classé par 24/7 Sports 529e national et 25e à sa position. Donc c'est un athlète qui vient de Californie. Mais par contre, donc c'est que du 3 étoiles, tout leur commit. Par contre, sur les deux circuits alternatifs que sont d'un côté le junior college, ils ont été beaucoup plus actifs et avec beaucoup plus de réussite, avec notamment Chance Nolan, donc le quarterback qui a été classé numéro 1 des quarterbacks, donc 29e du pays sur les JUCO, qui arrivera en tant que junior. Des images que j'ai vues, c'est un bon quarterback. Même s'il est considéré en tant que pro style, il a des bonnes jambes. Il a couru plus de milliards de l'année passée. Il a un très bon bras sur tout ce qui est sur les tracés deep. Donc très bon sur les big play potential, on va dire. Mais maintenant, il va falloir voir s'il est capable de passer sur des passes plus courtes, sur des concepts plus courts, sur du quick game, donc tout ce qui est slant, flat, out, in, des tracés qui demandent beaucoup plus de timing, plus qu'en tout cas sur les fades où c'est vraiment beaucoup plus du 1 contre 1 et est-ce que mon joueur est plus rapide que le défenseur en face. Donc ça a été quand même une très bonne pioche, sachant qu'ils ont perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, leur quarterback Jack Lawton. Derrière, ils ont récupéré 2 cornerbacks toujours de JUCO, classés numéro 31 et 40e du pays en JUCO, les 6e et 8e à leur poste. Donc en les personnes de Alton Julian et Rez John Wright. Donc 3 très bonnes pioches à mon avis qui sont des joueurs avec de l'expérience en plus, donc ça fait jamais de mal, bien au contraire. Et sur l'autre système de recrutement alternatif, on va dire, sur celui des transferts, ils ont été pas mal avec notamment 2 receveurs, donc 2 Epps 4 étoiles, avec Trey Lowe qui vient de Washington en tant que junior et avec Tre'Shaun Harrison qui vient de Florida State en tant que sophomore. Donc sur les circuits, ce que j'appelle alternatifs, donc JUCO et transfert, ils ont été bons avec des belles pioches, des beaux prospects. Par contre, sur le circuit high school, c'était, je trouve en tout cas, beaucoup plus compliqué, vraiment avec beaucoup moins de réussite. Donc maintenant, on va passer un peu aux joueurs principaux en attaque et en défense. Donc tout d'abord en attaque, déjà, va falloir régler la question du quarterback. Donc avec soit Chance Nolan, comme je viens de vous le dire, ou avec le redshirt junior Tristan Biebia. Donc qui lui est déjà là depuis du coup 3 ans, donc qui connaît le système, qui connaît le coach. Donc ça aurait été intéressant de voir ça en pré-season, mais bon, avec la situation actuelle,
ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je donne un léger avantage à Tristan Gebbia, vu qu'il connaît déjà le système, il connaît déjà le playbook. Donc je donne un léger avantage. Sur le poste de receveur, ça va aller. Malgré le départ de Isaiah Hodgins, ça va vraiment être, ça va être un très bon corps de receveur, il n'y a pas de souci. Juste à savoir si le quarterback en place pourra faire les passes. Et au niveau du running game, il récupère quasiment tout 80%, je crois, de leur production. Donc ça, là-dessus, ça va vraiment pas être un problème. J'ai perdu le nom du running back, excusez-moi. C'est Pierce. Non, Jefferson, pardon. Jefferson qui revient, qui avait Jermar Jefferson, qui au Redon State avait un espèce de running back committee. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Sur la ligne, il reste de l'expérience malgré quelques départs, donc ça sera pas un problème non plus. Maintenant, la grande force de cette équipe, ça va être très clairement la défense, où la majorité des titulaires sont de retour. Autour de la outside linebacker Amilcar Rashid, qui est vraiment pour moi le joueur important en défense de Oregon State, donc qui a le record de l'équipe, enfin du programme en tout cas, en sac et en tackle for loss. Du coup l'année passée, et donc il a battu ses 2 records. Donc ça va être une très grosse défense qui va devoir en tout cas porter, je ne sais pas si elle le fera, mais qui va devoir porter cette équipe. Donc on va passer au calendrier de 2020 maintenant. Donc sur leur calendrier, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs. Donc à Oklahoma State, à la maison contre Colorado State, à la maison contre Portland State. Donc c'est dommage pour eux parce que pour moi, ça leur a fait deux victoires assez simples contre Colorado State et Portland State. Maintenant, il leur reste le calendrier de la Pac-12, donc avec Washington State à domicile, Arizona State et Washington à l'extérieur, California à domicile, Stanford à l'extérieur, UCLA à domicile, Utah à l'extérieur, et pour finir, Arizona à domicile et le Civil War, qui s'appelle plus Civil War, mais que je vais continuer à appeler Civil War, contre Oregon, aussi à domicile. Donc, de base, avec un calendrier complet, je leur aurais donné un bilan de 6 victoires, 6 défaites. Maintenant, comme ils perdent leurs 3 premiers matchs, ça arriverait du coup à 4 victoires, 5 défaites. Cependant, je vais être un poil plus optimiste en fait, et je vais les faire monter à 5 victoires, 4 défaites. Donc leur première saison positive, et éventuellement, selon comment la saison se passera, on ne sait pas du tout comment les conditions pour les bowl games, et si même il y aura des bowl games. Donc éventuellement bowl eligible, en tout cas, avec un bilan positif. Donc en défaite sûre, évidemment, je vois Utah et Oregon. Après, les 3 matchs charnières pour moi qui vont dicter leur saison, ça va être Arizona State, Washington et Stanford. Alors après, malheureusement, ces 3 matchs, ils les jouent à l'extérieur, donc ça va pas être facile. Cependant, je pense qu'ils peuvent créer une surprise avec une bonne dynamique. Si le quarterback qui va gagner la battle arrive à s'installer et à prendre les rênes de cette équipe, personnellement, je les vois vraiment bien s'en sortir et enfin voir le bout du tunnel, et tous les efforts du coach Jonathan Smith, qui en est donc à sa 3e saison, avec du mieux chaque saison. Je les vois continuer à s'améliorer, continuer à progresser, et pourquoi pas dans 2 ou 3 ans peut-être recommencer en tout cas à chatouiller les plumes des Ducks. Mais pour l'instant, ils en sont loin encore. Mais voilà, je leur donne 5 victoires, 4 défaites sur ce calendrier-là. Merci Guillaume pour cette note pleine d'optimisme et réalisable, hein, c'est vrai. Tu n'as pas tort. On va passer après Oregon State, qui était donc la 2e plus grosse fac de l'Oregon, à Washington State, qui est la 2e plus grosse fac après Washington de l'État de Washington. Washington State qui va être présenté par Augustin de Notre-Dame et moi-même. Augustin, je te laisse introduire les Cougars. Alors ouais, les Cougars ou Wazoo pour les intimes. Alors l'an dernier, il termine sur un bilan de 6 victoires pour cette défaite, ce qui leur offre évidemment pas une place dans les people, mais qui les qualifie pour un bowl de fin d'année
face à Air Force lors du Cheez-It Bowl, dans un match qui a été perdu d'ailleurs. Alors, il faut à tout prix parler, lorsqu'on parle des Cougars, de cette intersaison. Le légendaire coach de Washington State, Mike Leach, est parti pour Mississippi State et ça va changer beaucoup de choses. Alors, pourquoi ça a changé beaucoup de choses ? Parce que Mike Leach, c'est un des adeptes de la Air Raid Offense en college football et il avait envoyé ces 2 dernières années, par exemple en NFL, Gardner Minshew et Anthony Gordon. Donc, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre du côté des Cougars avec une nouvelle philosophie de jeu. Le nouveau coach, il se nomme Nick Rolovich. Donc, c'est l'ancien head coach d'Hawaï. Et lui, pour le coup, il n'est pas du tout dans la Air Raid Offense, mais dans le jeu à la course. Donc, on va assister à un véritable changement de philosophie d'un programme qui avait comme réputation de lancer des ballons à tout va, quoi. Quand tu regardes les box scores de Washington State ces dernières années, c'est quasiment à tous les matchs plus de 400, 500, 600 yards et parfois des matchs à plus de 700. Enfin bref, Et des scores énormes. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, contre Oregon State, l'année dernière, il y a eu 53 à 51, comme disait Guigui. Donc voilà, c'est une équipe qui était intéressante à jouer. Et ce qui sera encore plus intéressant cette année, c'est de voir comment ils vont effectuer cette transition, ce changement de philosophie. Alors, au niveau de l'attaque, ils perdent. Ouais. Ouais, juste, je te complète un tout petit peu. Mike Leach, c'est même pas un des. C'est l'inventeur de la Air Raid Offense. C'est lui qui l'a développé, c'est lui qui avec les mecs qu'il a eu sous son aile, l'a développé dans tout le college football. Pardonne-moi de t'interrompre aussi, mais Guillaume, toi, tu as eu des amis qui avaient fait du shadow coaching du côté de Washington State avec Mike Leach et qui avaient participé aux réunions et aux entraînements de l'équipe, c'est ça ? Très rapidement. Ça, effectivement. J'ai 2 amis donc de mon club, du Flash de la Courneuve, qui avaient eu la chance de partir il y a 3-4 ans, si je dis pas de bêtises, faire ce qu'on appelle donc, du shadow coaching. Donc, ils suivaient tous les coachs en meeting, sur le terrain, au match, au repas, partout. Donc, c'était littéralement l'ombre des coachs. Et ouais, ils m'avaient raconté un peu, ils avaient tellement appris. Déjà, Mike Leach, à part de ce qu'ils m'en ont raconté, c'est un mec en or. C'est un mec ultra drôle. Donc, ça, on a pu le voir un peu sur les petites vignettes qu'on voit à la fin des matchs ou quoi. Moi, j'ai l'image de Gardner Minshew qui vient lui coller sa petite moustache gimmick à la fin d'un match. Ouais, c'est vraiment déjà un mec super cool et c'est vraiment un mec plein de savoir. Vraiment, ils sont arrivés, ils avaient ils sont rentrés à Paris, ils avaient 4 carnets pleins de notes de tout ce que leur avait expliqué Leach sur la Air Raid. Et franchement, c'est peut-être la plus grosse perte de Washington State pendant cette intersaison. Merci pour l'anecdote du coup. Et Augustin, Donc ouais, voilà, du coup maintenant c'est KJ Costello du côté de Mississippi State qui profitera justement des commentaires de Mike Leach. Donc niveau attaque pour les Cougars de la saison prochaine, comme Anthony Gordon est parti aux Seahawks, ça sera forcément un QB inexpérimenté qui fera son apparition cette année, donc il aura fort à faire pour que les fans oublient les perfs de Gordon à plus de 600 yards par match. Le titulaire, il n'est pas encore connu parce que Rolovich, il a déclaré très tôt en conférence de presse que tous les quarterbacks auront une chance de débuter un match, donc véritable compétition à venir durant les camps. Et ils sont beaucoup, ces quarterbacks. La logique voudrait que ce soit le sophomore Cameron Cooper qui débute ou le freshman Gunnar Cruz qui était bien classé. Et ils seront aussi en compétition avec 3 Walcons. Donc on ne sait pas du tout quel quarterback sera titulaire. Mais la véritable attraction, et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être regarder 1 ou 2 matchs de Washington State l'année suivante, enfin cette année, pardon, c'est le running back junior Max Borghi. Max Borghi, qui est un des meilleurs running backs du pays. Il est très impressionnant à avoir joué, notamment quand il s'agit de casser les plaquages. Je crois d'ailleurs qu'il mène la stat au niveau du pays. Bref, il a inscrit 7 touchdowns pour 1414 yards en tout l'an dernier. Et là, cette année, il devrait exploser parce qu'il sera plus mis à contribution par son nouveau coach qui est un partisan du jeu à la course. Et d'autant plus que la O-line sera presque intégralement de retour. Et le nouveau QB pourra compter sur des receveurs expérimentés. Merci la Air Raid Offense ces dernières années, quoi. Et il risque par contre de recevoir moins de ballons. Donc voilà, là, je vais, maintenant que l'attaque est terminée, je vais passer la parole à Elio avec qui je partage la preview. Oui, du coup, on va passer à la défense. Alors la défense, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ils ont pris pas mal de points contre eux l'année dernière, les Cougars.
Je vais juste donner 2 noms très importants en défense. C'est le linebacker Jad Woods, qui est simplement une machine à plaquer, 114 tacles, donc 3 sacs, 3 pass deflection et une interception. C'est énorme pour un linebacker et surtout, c'est assez. Des sacs, des pass deflection, des interceptions. Pour un linebacker, c'est quand même assez particulier. Donc vraiment, Jad Woods qui va articuler cette défense autour de lui, ça c'est clair et net et qui aura sûrement sa place dans un roster NFL à la fin de la saison prochaine, vu qu'il sera en classe junior et donc éligible à la draft. En safety, c'est Skyler Thomas qui, avec 72 tacles la saison dernière à 4 interceptions, mènera la danse du côté du backfield. Surtout après le départ du cornerback numéro 1, Marcus Strong, qui était senior l'année dernière et qui était vraiment le cornerback à surveiller du côté de Washington State. Donc pas grand-chose à dire au niveau de la défense, une défense faible en général, mais avec un ou deux joueurs qui peuvent, qui peuvent comment dire, atteindre le but NFL derrière, mais sans changer fondamentalement toute la défense des Cougars. On va passer au calendrier, et au niveau du calendrier, eh bien, ça se déplacera à Oregon State au tout début. Donc, comme vous le savez, il y a eu des matchs qui ont été supprimés. Donc là, je vous donne que ceux qui sont toujours mis en place. Donc, déplacement à Oregon State, match à domicile face à California, match à domicile face à Utah, déplacement à Stanford, match à domicile face à Arizona State, 2 déplacements coup sur coup, Colorado et UCLA, puis 2 derniers matchs à la maison, Oregon et Washington. Donc, pour le match, rivalité. En projection, c'est assez difficile. Je dirais un petit 3-9. Voilà, je dirais une victoire face à Oregon State, je dirais une victoire surprise face à Stanford et une victoire face à Colorado. Le match important, ça sera justement pour moi à Colorado. Alors peut-être que ça sera peut-être pas le plus beau match à regarder, bien que Folsom Field de Colorado, de Boulder, est exceptionnel comme stade. Mais ça sera plutôt, je dirais, un match qui donnera le ton de la saison de Washington State. C'est ce qu'ils arrivent à battre une équipe qui est un peu du même niveau, à l'extérieur en plus. Les enjeux de l'équipe, c'est de démarrer l'après Mike Leach avec l'arrivée de Nick Rolovich et ses nouveaux coachs qu'il a amenés depuis Hawaï. Donc, c'est sa première saison du côté de Washington State. Mais à Hawaï, il avait fait du très gros boulot pour les Rainbow Warriors avec un bilan positif. Et puis, il avait aussi développé un certain Cole McDonald, quarterback maintenant des Tennessee Titans. Voilà, qui a été développé sous la tutelle de Rolovich. Rolovich qui est connu pour être un coach très proche des joueurs, très, très aimé des joueurs en tout cas, qui a même fait visiter la fac de Washington State à des commits, lapsus, à des commits. En fait, il se baladait à vélo sur la fac, il avait une webcam ou un truc comme ça là, sur la tête, et puis il se promenait dans la fac pour montrer aux commits à quoi pourrait ressembler la fac pendant le Covid et quoi, voilà, pour leur donner envie de venir. Donc c'est assez sympa, Rolovich, donc, qui est reconnu pour ça, qui va utiliser du shoot and run au niveau du jeu. Voilà, donc pour moi, l'objectif de l'équipe, c'est de faire du mieux possible, commencer à installer sa nouvelle tactique avec son nouveau staff et construire des QB comme ils savent le faire. Comme je dis, Orlovich a déjà su faire un call McDonald, sauf qu'avant, Washington State, ils nous ont sorti Anthony Gordon cette saison et la saison d'avant, un certain Gardner Minshew. Donc voilà, du côté des Cougars, pas mal de choses à voir pour l'avenir et qui peut s'annoncer assez sympa. Et on va passer désormais à l'Université de Californie, à Berkeley, California, qui nous sera présentée par Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Donc merci Elio, direction Berkeley donc pour présenter la fac donc de Cal pour cette année donc 2020. Alors récap très rapide de l'année 2019, une année quand même réussie dans la 4e année de Justin Wilcox à la tête des Golden Bears, avec un bilan donc à la sortie de 8-5 qui est en progression par rapport au 7-6 et au 5-7 des années précédentes. Donc on peut dire de manière globale que les Golden Bears progressent. Donc avec notamment une victoire contre Stanford dans le match dans The Big Game, la première victoire depuis 9 ans, donc où la fac a récupéré la Stanford Axe, comme on dit, et une victoire dans le Red Box Bowl contre Illinois, donc pour finir sur une note très positive, et avec un vrai momentum, histoire de rentrer dans l'année 2020, qui s'annonce quand même une année un peu charnière pour la carrière de Justin Wilcox à la tête des Golden Bears, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de changements au niveau des coordinateurs.
aussi bien au niveau offensif que défensif, avec l'arrivée de Bill Musgrave au niveau de l'attaque et Peter Simon qui gagne du grade et qui devient coordinateur défensif avec Tim DeRuyter. Donc pas mal de changements à ce niveau-là. Donc au niveau du coaching staff, sachant qu'au niveau des départs, la fac a quand même perdu un trio assez important en défense avec le trio Ashton Davis, Jalen Hawkins et Evan Weaver, qui faisaient partie des meilleurs joueurs de la Pac-12 l'année dernière au niveau défensif. Evan Weaver qu'on ne présente plus, qui avait fini meilleur plaqueur du college football en 2019. Donc forcément avec mine de rien, donc des trous à boucher en défense, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais au niveau de l'attaque, au contraire, il y a très peu de pertes. Et donc ça, c'est quand même plutôt positif pour Cal, qui va arriver avec pas mal de certitudes en attaque, sachant que la promo de freshman est comment dire, très modeste. Hein. On sait que Cal recrute ponctuellement très bien, hein, mais de manière globale est souvent dans le milieu de la Pac-12, et c'est ce qui était le cas cette année. Alors pas de recrue hyper flashy, hein. Pas non plus de transfert extraordinaire. Alors, on peut noter Bradick Shaw, l'ancien running back de Wisconsin, qui va donner un peu de profondeur au poste de running back, mais voilà, pas de 5 étoiles, même pas de 4 étoiles à se mettre sous la dent. Donc voilà, on est loin des périodes où Keenan Allen ou Deshaun Jackson signés à Cal. Là, c'est solide, mais c'est pas flashy. Voilà. Alors, donc du côté de l'attaque, comme j'ai dit, il y a très peu de pertes par rapport à l'année dernière. Toute la ligne de retour. Et pour mettre le quarterback Chase Gabbers dans les meilleures conditions. Chase Gabbers qui est donc redshirt sophomore, qui a connu une très bonne saison l'année dernière avec un bilan de 7-2 quand il a joué. Malheureusement, il s'est blessé en cours de saison et Cal a eu beaucoup plus de mal sans lui. Donc voilà, donc c'est un très bon quarterback de college football. Alors pas forcément pour le niveau NFL, mais en tout cas, il va une belle carrière qui s'annonce avec les Golden Bears. Donc potentiellement encore 2 ans. Donc voilà, beau joueur, plutôt passeur que coureur, mais très peu de déchets, seulement 3 interceptions pendant l'année dernière. Et donc il va former avec Christopher Brown Jr. Le duo un peu le duo un peu costaud en attaque. Donc Christopher Brown Jr. qui est le coureur principal, qui a fini l'année dernière avec 914 yards et 12 touchdowns, aussi bien à la réception qu'à la course. Alors c'est un bilan qui peut paraître pas forcément extraordinaire, mais il a sorti des très gros matchs en fin de saison avec plus de 100 yards contre UCLA qui était le dernier match de la saison régulière et contre Illinois qui était le bowl. Donc voilà, donc du côté de l'attaque, normalement ça devrait bien fonctionner avec une ligne qui est très expérimentée où tous les titulaires de la saison dernière sont revenus, beaucoup de redshirt seniors, donc voilà, des gens avec beaucoup d'expérience et une ligne très solide. Il va bien falloir ça contre Thibodeau et compagnie du côté d'Oregon. Donc voilà, donc du côté de l'attaque, il y a vraiment beaucoup de certitude du côté de Cal. En défense, c'est un petit peu plus compliqué parce que, comme je l'ai dit, avec les départs de Davis, Hawkins et Weaver, ça va être, voilà, il y a un peu plus de points d'interrogation. Donc, pour rappel, la défense joue en 34, hein, donc avec un nose tackle, 4 linebackers. Donc, notamment la force plutôt du côté de la secondary. Notamment avec Cameron Bynum, donc le cornerback slash safety. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il bougerait peut-être de position cet été. Donc Cameron Bynum qui est dans sa 4e année titulaire, donc voilà, une position forte au sein de la défense de Cal. À noter aussi peut-être la présence de Kennedy Deng, un linebacker qui va devoir pour prendre la position de Weaver, hein, mais c'est pas non plus un perdreau de la première semaine, j'ai envie de dire. Il était quand même pardon, 3e meilleur plaqueur de la Pac-12 l'année dernière. Donc voilà, on s'attend qu'il soit tout aussi efficace que Weaver cette année pour donner un peu d'ancrage dans la défense un petit peu au sol de Cal, sachant que la defensive line reste un petit peu un point d'interrogation. Elle est expérimentée, mais ça ne sera pas forcément la qualité première des Golden Bears cette année. Alors, avec la suppression des matchs intra-conférence de cette année, donc Cal a perdu 3 de ses concurrents, donc notamment TCU, hein, qui était quand même un match hyper excitant le samedi 5 septembre. Donc malheureusement, ce match n'aura pas lieu.
Et donc 9 matchs au programme pour Cal, avec probablement le point d'orgue, la réception d'Oregon, le 17 octobre. Match un peu charnière, je pense, dans la saison des Golden Bears. Une victoire contre Oregon, ça pourrait vraiment, en plus de mettre quand même une défaite dans la case du concurrent principal dans cette division-là, je pense que ça mettrait vraiment un coup de boost au moral et ça permettrait presque de viser la division nord de la Pac-12. Alors ça va être très compliqué, on sait que sur le papier, Oregon est quand même plus costaud, mais voilà, on ne sait jamais, c'est sur un match, c'est à Berkeley au Memorial Stadium, on sait, voilà, tout peut se passer. Alors pour rappel, en dehors d'Oregon, ils commenceront par la réception d'Utah, donc Utah qui a pas mal perdu aussi, hein, donc je pense que c'est un match très prenable. Après, il y a 2 déplacements à Washington State et USC. Wazoo, voilà, on sait que ça va être compliqué avec le nouveau head coach voilà, qui arrive. Ensuite, il y a un déplacement à USC, donc bon, pareil, on ne sait pas trop ce qu'il sera de la saison de USC. Alors, est-ce que ça va être voilà, c'est le gros point d'interrogation. Alors, c'est très possible qu'il soit très fort, mais c'est aussi très possible que Clayton soit peut-être même plus le head coach à ce moment-là. Donc voilà, donc 3 matchs vraiment gagnables en début de saison. Donc après, déplacement à Oregon, comme j'ai parlé. Réception d'Oregon State, où là, pareil, Oregon State, ça devrait le faire quand même si c'est possible. On sait que la Pac-12 a quand même cette capacité voilà, de perdre des matchs, voilà, de se phagocyter un peu elle-même. Donc voilà, Oregon State, ça devrait passer, mais attention quand même. Réception de Washington, déplacement à Arizona State, réception de Stanford et réception de UCLA. Donc voilà, donc quand même un emploi du temps très favorable pour California cette année, notamment quand même les 2 plus gros matchs d'Oregon et Washington, qui devraient être voilà, les 2 grosses têtes d'affiche cette année en Pac-12 North, bah, c'est à domicile. Donc, alors, on sait que cette année, avec des spectateurs ou pas, on n'en sait rien, mais voilà, peut-être que l'impact domicile sera moins important que les années précédentes, mais toujours est-il que le match sera à domicile et que c'est, peu importe, toujours un avantage. Donc, a priori, je partirai sur un bilan de 6-3, entre 5-4 et, allez, si ça rigole vraiment, 7-2. Mais je pense que le 6-3 me semble un bon compromis avec une 2e ou 3e place à la clé au classement de la Pac-12 North. Alors pas suffisant pour aller récupérer la division, hein. Je pense qu'on est tous d'accord que Robin risque d'être heureux en fin de saison. Mais voilà, j'ai une bonne année pour Cal avec un effectif hyper expérimenté. Et on sait que l'expérience en college football, c'est très important. Alors, le talent pur, hein, des recrues 5 étoiles, c'est aussi important. Mais voilà, des gens, comme j'ai dit, beaucoup de redshirts seniors. Donc, ça veut dire des gens qui sont en 5e, voire 6e année. Donc, voilà, donc presque des adultes. Et on sait que c'est hyper important pour durer toute une saison et pour avoir un peu d'expérience face à la jeunesse, peut-être d'Oregon ou de fac qui recrute un petit peu mieux. Voilà. Merci Baptiste pour ton analyse de California. Donc n'hésitez pas à aller voir California. C'est toujours une fac assez impressionnante et qui académiquement est excellente. On va quand même faire des pronostics pour la Pac-12 North pour la saison 2020. Et je suis déjà en train de réfléchir. Donc je pense qu'on est tous d'accord qu'Oregon sera premier. Les amis, Absolument. sans problème. Et pour faire une petite bold prédiction que j'ai pas dit dans mon analyse, c'est pour moi, grâce à notre 9-1 ou 10-0, on va être dans le carré final pour aller en playoff. Pour moi, on sera à la S'il quatrième y a des place. playoffs. S'il y a des playoffs. S'il y a des Mais playoffs. s'il y a des playoffs, mais pour moi, on sera à la 4e place. Comme vous avez failli l'être cette saison. Oui. Un match près. Ouais, c'est ça. Mais Derrière comme là, Notre-Dame. Pardon. Alors, Oregon en numéro 1. Numéro 2, Washington. On est à peu près d'accord là-dessus. Ouais, Washington. Ouais, Washington, ça se mérite. Numéro 3, California. Moi, je Bah. mettrais Oregon State, numéro 3. Moi aussi, je mettrais Oregon State, mais après California, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut faire un rush sur la saison et qui peut vraiment mettre à terre tous les odds qui étaient contre elle. Et ça me choquerait pas du tout de voir California Moi, je dis 3e, California. voire 2e. Moi, je dis California 3. Pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Et pour moi, il y a 3 équipes comme ça. C'est Oregon State, California et Stanford. Pardon. Ouais, Stanford. En fait, pour moi, ces 3 équipes-là vont être entre 3 et 5. Après, il faudra juste avoir l'ordre.
Mais voilà, moi, c'est juste mon avis personnel. Mais les trois peuvent finir en 5-4 positif ou en 3-6, quoi. En gros. Eh bien, justement, je pense qu'après California, ça va jouer entre Oregon State et Stanford. Et les amis, on est à peu près tous d'accord pour dire que malheureusement, Washington State sera sûrement toute dernière de ce classement. Ouais, il y a des Ouais. chances. Trop de changements. Malheureusement. Trop de changements. Mais bon, ils seront dans. Ça sera néanmoins une équipe intéressante à Il y a suivre des bonnes dans le sillage. expectatives. Oui. Mm. Mais ce sera une équipe intéressante à suivre, quand même, avec leur running back qui est très cool à voir jouer. Et si un jour vous savez pas quoi faire de votre, j'allais dire de votre samedi après-midi, non, de votre dimanche matin à 4h, regardez Washington State, c'est toujours plaisant. Surtout qu'ils jouent en fait des bonnes équipes, donc vous aurez toujours du plaisir à voir un des matchs. Merci de nous avoir suivis pour ce 31e épisode, les amis. On se retrouve très très vite. On ne vous dit pas pour quelle preview, quelle conférence, quelle division. Mais en tout cas, on se retrouverait très vite. Et voilà. Et encore désolé un peu du retard, parce qu'on a dû faire des choix par rapport au Covid et tout ce qui s'ensuit. Et encore les semaines suivantes, on sait qu'on aura bien plus d'infos. Et sur les prochains épisodes, vous en saurez plus par rapport à la saison. En tout cas, on se dit à la prochaine et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer des messages. On est là pour vous. Salut tout le monde!